venez de publier chez Erol Ne s'attendre à rien, être prêt à tout. C'est Alors, vrai, je confesse. bon, j'ai regardé un petit peu votre formation et votre vie et votre CV. J'ai une question à vous poser qui risque de défriser, dont la réponse risque de défriser les maçons qui vont nous regarder. Est-ce que le groupe et un instructeur sont indispensables pour maîtriser le présent? Ah non, pas du tout. Ça favorise, mais c'est pas indispensable. Je crois que tout le monde peut tomber accidentellement dans le présent de plein de manières différentes, en lisant un livre, en rencontrant quelqu'un, en prenant un coup de tête ou en ayant, je sais pas moi, un accident de vie ou un deuil ou que ça qui nous fait atterrir dans une forme de réalité verticale qu'on pourrait appeler le présent. Mais il n'y a pas besoin ni d'un groupe, ni d'un instructeur pour y aller. Dans le monde du business, on mesure essentiellement le quotient intellectuel. Et puis, dans le monde nouveau, on parle du quotient émotionnel. Ma question, comment l'intelligence émotionnelle peut-elle se pratiquer? Quotient intellectuel, on va dire que ça fait appel à la raison, à une forme de cartésianisme, on va dire, fort utile pour régler les problèmes. Et le quotient cœur, on va dire, voilà, si je devais schématiser, le quotient intellectuel, ce serait un carré. Tout est bien carré à sa place. Et le quotient cœur, ce serait le cercle dans le carré. Et là, on a des formes qui circulent on va dire, d'une forme d'ordre, voilà, au carré, on va dire prévisible, logique, sur lequel on a des points de repère extérieurs, et puis ce cercle qui est cette énergie qui circule à l'intérieur et qui rend vivant ce carré. Sinon, on est dans la froideur, et là, on est mort. Alors, la quadrature du cercle, ça va parler à nos lecteurs maçons parce qu'ils y travaillent. Votre ouvrage est titré Ne s'attendre à rien. Alors, ne s'attendre à rien, comment prendre l'habitude de ne pas avoir d'habitude? C'est magnifique, quelle belle question. En fait, justement, c'est en sortant des habitudes. Donc, ne s'attendre à rien présuppose que nous nous sommes déjà réconciliés avec le moment présent. Ne s'attendre à rien, c'est en fait une grande discipline. Une grande discipline d'alignement et d'être vraiment là où on est au moment où les choses se passent pour nous, c'est-à-dire vraiment dans l'ici maintenant. Et ne s'attendre à rien, ça veut dire que je ne projette pas dans le futur et je suis déjà libre des bagages du passé. Donc, je suis un être libre, ouvert, et je suis capable à ce moment-là de m'attendre à rien. Sinon, je fais semblant d'être détendu, mais en fait, non, pas vraiment. Alors justement, puisqu'on parle du temps, le temps, dites-vous dans votre ouvrage, le temps est un cadre. Alors, est-il possible de sortir de ce cadre et comment? Alors, le temps en général, le temps d'ailleurs, il se déroule du passé vers le futur. Le temps est une ligne, le temps est linéaire. C'est ce qu'on apprend. En fait, on a une montre qui tourne et puis qui nous dit voilà, il est telle heure. Lorsqu'on commence à pratiquer la méditation et qu'on s'ouvre au moment présent, on se rend compte en fait que le temps est beaucoup plus flexible et malléable qu'on le croit, que le passé est dépassé, que le futur n'existe pas, c'est une hypothèse, mais que le seul moment qu'on ait à vivre pleinement, c'est ce présent. Et ce présent, lorsqu'on en fait l'expérience en méditation, par exemple, il se détend, il se distend. Ce n'est plus le présent de la montre, c'est un présent organique, un présent qui relie le haut vers le bas, donc un présent vertical, un présent vertical. Après le temps, l'espace. Vous parlez de vivre une expérience sur différents plans simultanément. Alors, Oui. est-ce que c'est de la science-fiction ou est-ce que c'est possible?
Eh bien, encore une fois, pour quiconque comment dire, a fait l'expérience d'un moment de méditation, même de 5 minutes, eh bien, on peut se rendre compte que l'observateur qui est à l'intérieur de nous quand on médite, cette conscience finalement qui est à l'intérieur de nous quand on médite, enfin qui est autour de nous ou en nous quand on médite, peut regarder l'ego, se faire son petit cinéma dans le moment présent, se jouer sa quatrième guerre mondiale alors qu'il est tranquillement assis dans son canapé. Et la conscience dit « Ha ha, tu es en train de te faire encore ce cinéma ». Mais la conscience, en fait, elle n'est pas piégée dans l'instant présent, elle n'est pas sur le canapé, elle est dans un recul, on va dire, ouvert, et elle capte des informations qui sont des informations dans le champ qui nous entoure et qui peuvent être des informations multidimensionnelles, multi-temps, multi-espace. En fait, on n'est pas du tout limité dans le temps et dans l'espace. Évidemment, on se vit dans notre petite carapace physique, mais on est bien plus que ce physique que l'on voit à l'œil nu. Il y a plein d'autres shades, enfin dire des couches de nous-mêmes un peu partout. Alors, j'ai découvert dans votre ouvrage au moins 3 portes spatio-temporelles, puisque vous avez fait des QR codes qui permettent de faire 3 types de méditation. Je les ai essayés, ça marche super bien. Alors, le stress. Alors, les scientifiques savent que le taux de cortisol est un indicateur du stress. Et ce taux de cortisol est particulièrement significatif le matin. Ma question, c'est comment le faire baisser? Alors ça, c'est une question super importante, parce que si on prend, on va dire, un être lambda qui n'est pas spécialement conscient, qui se réveille le matin en n'étant pas spécialement avec lui-même, il va enchaîner tout un tas d'actions. À partir du moment où il se réveille le matin, son réveil sonne, il arrête son réveil, il va à la machine à café, il va faire pipi, il prend sa douche, il va travailler, etc. Et en fait, à aucun moment, il a conscience de lui-même. Donc, en fait, si on imagine qu'il est possible à ce moment-là de se réveiller à dire oh, « Bonjour Laurent, c'est génial, c'est une nouvelle journée qui commence. Comment je vais commencer cette journée? Avec moi-même, bien sûr. » Et qu'on se remet au centre plutôt que d'être tiraillé par tout ce qu'on a à faire. Si on commence la journée avec l'être plutôt qu'avec le faire, il n'y a plus de stress. Puisque le stress, c'est souvent le gap qu'il y a entre où je suis maintenant et ce que je voudrais être ou ce que j'ai à faire. Mais si on n'est plus dans ce tiraillement, il y a simplement plus de stress, en tout cas chronique. Évidemment, il y a des stress réactionnels, bien sûr. C'est une façon de perdre du temps pour en gagner. C'est ça, exactement. Une façon de sortir du temps pour en gagner. Alors, moi j'avais entendu chevaucher le tigre. Vous parlez de chevaucher le dragon. Et effectivement, oui, tout ça fait un rappel à nos peurs. Et j'aimerais que vous m'expliquiez 2 néologismes que j'ai trouvé très intéressants. C'est la bienveillance oui, et la clairsentience, qui quelque part devrait nous aider à traverser les peurs. Alors, la bienveillance, c'est, vous savez, dans la méditation de pleine conscience que j'ai enseignée pendant des années, que je continue à transmettre, on parle beaucoup de bienveillance, d'entrer en bienveillance avec soi-même. Et lorsqu'il s'agit de chevaucher le dragon, et donc de chevaucher les émotions fortes et d'aller à la rencontre de nos plus grandes peurs et de situations qui nous paraissent insurmontables, la bienveillance pour nous-mêmes ne suffit pas. Il faut un mélange de douceur et de courage. Et pour moi, la bienveillance, c'est ça. C'est un mélange de douceur et de courage qu'il nous faut pour traverser les difficultés et l'intensité de ce que la vie peut nous amener. Plus on est dans cette bienveillance, plus on se dit, OK, je m'arme de courage et en même temps, j'accueille et je suis en douceur, parce qu'en fait, il y en a un qui est émissif, le courage, et puis la douceur, elle est réceptive, et on a cette complémentarité du féminin et du masculin qui fait qu'on peut venir à bout de toute forme de situation. Voilà. Pour la clairsentience, c'est ça vient pas de moi, ça existe déjà, la clairsentience, c'est la possibilité de ressentir les choses à distance. Mais ça vient pas de moi, en fait. C'est un mot qui existe vraiment, en fait. Ne s'attendre à rien, être prêt à tout. Être prêt à tout, j'ai bien aimé votre citation de Einstein. La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à des résultats différents.
Et donc, ma question, c'est comment on passe du maximal épuisant à l'optimal cadeau? Exactement. Le maximal est une tension. Le maximal est en lien avec des projections de nous-mêmes, un nous-mêmes idéal qui veut faire plaisir, en gros, qui veut faire plaisir à papa, maman et à tous les modes d'éducation et de conditionnement qu'on a derrière nous. L'optimal, c'est une responsabilité personnelle qui est en lien avec la maîtrise de soi. Dans le maximal, il y a une idée de contrôle et dans l'optimal, la maîtrise. Et là, on n'est pas du tout sur la même chose, la maîtrise de soi et le contrôle de l'extérieur. Donc, il y a voilà, il y a cette danse qui se fait dans l'optimal, qu'on peut appeler le flow aussi d'une certaine manière, dans laquelle on va être au plus près de ce qu'on ressent moment après moment. Donc voilà pour moi ce que c'est que l'optimal. J'aime bien cette idée de l'opposer au maximal qui est a priori notre mode de faire habituel. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Parfaitement. Et donc, ce sera en conclusion mes remerciements à Laurence Bibas pour nous aider à nous centrer sur le présent, pour dépasser nos peurs et afin de nous ouvrir aux cadeaux de la vie. Merci Oui, Laurence. merci à vous, à tout de suite.